toutes les titres de la conférence, on s'en fout en fait au final. Donc l'idée, en fait, moi je voulais vous parler du DU et puis des formules qu'on a mis au point, parce que vous avez vu que la formule du DU aujourd'hui elle est particulière. Si vous n'avez pas vu, ben, vous allez le voir. Je vais vous expliquer pourquoi on a choisi ça, pourquoi on a réfléchi là-dessus, pourquoi on est arrivé à ça. Même si en fait au final, quand on étudie le sujet d'un système en général, il faut penser à des solutions telles que celles qu'on a mis au point. Voir ça, et aussi un deuxième point qu'on a vu assez tardivement, oui, c'est que finalement on a voulu se limiter à 4 chiffres techniques pour le DU. Le DU aujourd'hui dans l'unitaire, dans la June, il est géré que sur 4 chiffres, le DU journalier. Il n'y en a que 4, il n'y a pas de chiffres après les centimes. Dans les autres monnaies, même actuellement, la monnaie dominante sur les comptes, c'est géré, y compris loin après la virgule en fait. Il y a des dizaines des décimes de centimes, etc. Ça va loin. Mais c'est pas la peine en fait. C'est pas la peine d'aller aussi loin. Donc on va voir pourquoi ça a joué sur la fréquence du calcul du DU. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, on a choisi de calculer le DU tous les 6 mois. En fait, on peut faire un peu plus court, mais pas beaucoup plus. Vous allez voir qu'en fait, on ne peut pas faire beaucoup plus court. Même en se cassant la tête. Et pour des bonnes raisons. Donc on va étudier ça un petit peu, enfin faire un tour pour voir que voilà, il y a des raisons derrière ces choses-là. C'est pas un truc qui est tombé du ciel, on dit ah, tiens, il est tombé un œil, pourquoi ils ont fait ça quoi. Non, c'est pas ça du tout. Alors sur ce fil-là, formule alternative pour le DU, au départ il était, je crois est-ce qu'il était réservé au staff, je ne sais plus. Celui-là, sans doute. Est-ce qu'il était réservé au staff, celui-là, la formule, ce fil-là? Je ne sais plus. Après, il y en a un autre. Formule alternative pour le DU. Bon. Alors en fait, ce fil était intéressant. Moi, j'attendais qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse au sujet parce que la TRM finit là-dessus. Si vous regardez la TRM, le dernier chapitre, tout dernier, c'est comment on fait maintenant quand n n'est pas stable. Parce qu'en fait, toute la TRM, on réfléchit, on dit qu'on suppose que n est stable, le nombre de membres d'une monnaie est relativement stable. Il peut bouger un peu, mais à peu près stable. En gros, les vivants remplacent les morts. Alors, ça peut bouger, mais si ça bouge, même si ça double en 40 ans, c'est stable. Par contre, si ça fait x10 en 3 ans, c'est pas stable. D'accord? C'est ça en gros, hein, que ça veut dire stable. Ça bouge, mais pas beaucoup. Tant que ça bouge pas beaucoup, les considérations générales qu'on fait dans la TRM sont correctes. Mais dès que ça va bouger, ça va pas. Enfin, on sort du cadre de réflexion de base de la théorie relative à la monnaie, parce qu'il n'aborde pas tous les sujets d'un coup. Bon. Le dernier chapitre traite de ce cas-là, justement. Comment on va trouver une bonne formule pour le dividende si le nombre de membres commence à bouger? Il augmente, il baisse. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on trouve comme formule? Et c'est pas évident. Il ne faut pas croire qu'il y a quelque chose d'évident ou qu'on peut choisir la formule en disant tiens, je vais tirer au sort. Non, il faut trouver une bonne formule pour avoir un bon dividende. Et se dire aussi, on fait une monnaie libre, notre invariant c'est le dividende, donc on va essayer de trouver une formule qui garde à ce DU cette propriété-là. Parce que si le DU commence à faire x10 aussi, ou divisé par 10, la notion d'invariance, elle va commencer à avoir du plomb dans l'aile aussi, vous voyez? Même si ça pose des problèmes, c'est bien d'en prendre connaissance. Donc ce qui fait que, dans ce fil-là, c'est Anoa qui avait démarré en disant, finalement pour le DU, c'est pas mal que le DU ait la même forme que la monnaie. La monnaie, elle croît de 10% par an, donc c'est pas mal de dire que le DU de l'année suivante, en gros, ça sera le DU de l'année précédente plus 10%. Alors ça marche parce que dans une exponentielle, la dérivée d'une exponentielle est égale à la fonction. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde ça, la dérivée de la fonction. Mais la croissance de la fonction a la même forme que la fonction. Ce qui n'est pas vrai de toutes les fonctions. En fait, c'est la seule fonction qui est comme ça quasiment. C'est la seule fonction de l'exponentielle où la dérivée a exactement la même forme que la fonction de base. C'est-à-dire quand la fonction croît de 10%, la dérivée aussi. Et alors en fait, il se trouve que la dérivée aussi, etc. etc. Voilà, c'est vrai à tous les étages en fait. C'est la seule fonction qui a cette propriété, justement. Donc on pourrait dire, il suffit de dire que le DU est égal à 1 plus C fois le DU précédent. C'est-à-dire que si le DU vaut 100 une année, il vaudra 110 l'année suivante. Mais ça, c'est pas clair. Parce que la réflexion latérale ne se fait pas sur la dérivée, elle se fait sur la fonction. D'accord? Donc si n ne bouge pas, on est devant une exponentielle, ça marche. Mais quand n bouge, il n'y a pas de raison que ça soit ça. Donc c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui avec des exemples numériques. Ce qui fait qu'on a trouvé cette formule, que j'ai trouvé cette formule, et que cette formule, je l'ai aussi montré qu'en fait, on pouvait en avoir beaucoup d'autres.
C'est que dès qu'on a un système un peu complexe comme ça, où il y a des paramètres qui varient, etc., et qu'on veut trouver des courbes qui relient les points qui varient, on fait ce qu'on appelle des approximations, où on va essayer d'approcher la courbe théorique que l'on recherche avec ce qu'on appelle des polynômes. Alors les polynômes c'est bien parce que ça se dérive bien. Les fonctions, vous connaissez un peu les polynômes? Qui ne connaît pas les polynômes? Bon, les fonctions polynômes c'est, vous savez, ax plus b. Ou alors c'est ax au carré plus bx plus c. C'est tout ce qui est avec x puissance n, plus x puissance n moins 1, plus etc. Ça fait des fonctions que vous pouvez étudier, ça peut faire un peu n'importe quoi. Hein. Plus vous avez de termes, plus ça peut faire un peu n'importe quoi. Mais ça se dérive bien, et à un moment donné, quand on dérive un certain nombre de fois, ça se dérive bien. Ça veut dire qu'on peut calculer la vitesse de croissance d'un polynôme, on peut calculer la vitesse de croissance, la vitesse de la vitesse de la vitesse, etc. Vous pouvez faire ça un certain nombre de fois. Et à un moment donné, ça tombe sur, vous arriverez sur 0. Un polynôme, à un moment donné, la énième dérivée, c'est 0. Parce que c'est une fonction simple, elle a des propriétés simples en fait. Bon, bref. Donc on approche les fonctions par des polynômes, et ce qui fait que là, on est un peu dans ce cas-là. On va essayer d'approcher on sait qu'il y a une exponentielle derrière, mais on sait qu'on va approcher ça par des fonctions approchées, si vous voulez. Ce qui fait qu'on peut calculer une fonction de type, pour le du, de type c au carré fois la moyenne, ici. Le du suivant est égal au du précédent plus c au carré. Mais on peut aussi avoir une fonction qui aurait 3 termes. 2 fois le du précédent, moins le du de l'année d'avant, d'accord? Et plus c au cube, cette fois, fois la moyenne. Vous voyez? Bon, et ces deux valeurs, en fait, vont avoir des résultats proches. Les formules sont différentes, mais le résultat est proche. Vous voyez, vous n'aurez pas des gros écarts. Ça se donnera des résultats très proches. Ça variera au centime, si vous voulez. Vous voyez? Il ne faut pas non plus s'en inquiéter énormément. Tout ça donne des résultats très proches. Mais on peut aussi avoir des formules encore plus sioux, d'ordre 2, d'ordre 3 et aussi d'ordre 4. Vous voyez, avec beaucoup de termes. Mais ce n'est pas intéressant à nos moments parce qu'on devient tellement précis que ça devient des chouillas de différence. Et comme je vous l'ai dit, on veut gérer 4 chiffres pour le du. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher la 15e virgule, vous voyez? C'est pas la peine. Donc il faut comprendre ce principe déjà de base. Bon, idée générale. Donc, pour le creuser bien, il faut faire un peu de maths. Voilà. Alors, maintenant, pour creuser ce problème, je vais vous expliquer pourquoi ça pose un souci. Enfin, pourquoi cette réflexion est importante quand même. Ici, je vous ai simulé. Alors, c'est l'échelle ici est logarithmique, hein, regardez bien. Hein. 100, 1000, vous voyez qu'ici, c'est pas une échelle normale. Hein, vous voyez, on fait x10 ici avec le même différentiel. À chaque fois, on fait x10. Bon, normalement, c'est pas comme ça une vraie échelle. Hein, d'accord? Donc ça, c'est la fonction croissante ici d'une monnaie libre en croissance. D'accord? C'est une monnaie libre ici en croissance. C'est pas une monnaie libre ici forcément pleine, etc. D'accord? Elle est en croissance. Un peu où elle est pleine, peu importe, mais enfin elle n'est pas forcément en croissance. D'accord? Et en bas, je vous ai mis. Donc ça, c'est la monnaie, la monnaie moyenne, hein, M sur N. Vous connaissez le terme, donc pas besoin de vous rappeler ce que c'est. Et en bas, je vous ai mis 2 formules pour le DU. Alors en fait, celle qui est utilisée dans la courbe ici, c'est bien celle qu'on utilise aujourd'hui. C'est la courbe verte. D'accord? Et la courbe rouge, ça serait le DU tel que calculé sans tenir compte du fait que justement on est bien à la moyenne ou bien il y a eu des variations importantes du nombre de membres et puis on ne sait plus trop où on est du coup. Parce que si, vous voyez, si le nombre de membres il passe de 1000 à 2000, votre moyenne elle va être divisée par 2. C'est mécanique ça. Et inversement, si vous passez de 1000 à 2000, si vous passez de 1000 à 500, c'est l'inverse, votre moyenne elle va monter x 2. Suivez ça? Donc c'est important de savoir quelle formule du DU va réagir comment et puis essayer de comprendre si finalement laquelle il faut choisir. Parce que vous pouvez voir qu'elles vont réagir différentes et après, bon, très bien, mais après du coup je prends laquelle? C'est bien de dire que c'est différent, mais après comment je choisis la bonne? Ça c'est pas évident. Donc il faut faire des choix à un moment donné. Hein. Alors ce qu'on va voir là, c'est qu'est-ce qui se passe quand ça varie. Donc là je vous ai mis un nombre de membres ici, si vous voyez sur le tableau, n là, qui est stable. Donc on est sur n stable, et bon, grosso merdo, à partir du moment où les deux formules ici convergent, si vous voulez, à partir de là, on peut considérer que les deux formules sont équivalentes. D'accord? Il n'y a pas de différence. Donc vous voyez bien d'ailleurs ici, pour n stable, que finalement les deux formules finissent par se mettre d'accord. Au bout d'un certain temps, elles convergent en fait, elles donnent le même résultat.
le DU devient le même. Ce qui serait vrai avec toutes les autres formules qu'on a vues là, toutes, à un moment donné, convergeraient vers la même valeur. Elles ont une bonne propriété de ce point de vue-là. Le calcul du DU selon toutes ces formules, même s'il peut différer à un moment donné, au bout d'un certain temps, elles finissent par donner le même résultat. Donc déjà, c'est rassurant. D'accord? Alors maintenant, parce que ça c'est très important à comprendre, surtout au début d'une monnaie. Parce qu'au début d'une monnaie, le nombre de membres, il va croître beaucoup, mais il va y avoir peut-être des moments aussi où il va décroître beaucoup. D'accord? Par exemple, dans 2 ans, on arrivera à terme de la présence des premiers entrants. S'ils ne sont pas recertifiés, qu'ils n'ont pas fait le nécessaire, qu'ils ont oublié, qu'ils sont passés à autre chose, ben forcément ils vont sortir. Et donc là, le nombre de membres, il peut chuter. Alors il ne chutera pas énormément parce que d'ici 2 ans, peut-être on sera, je sais pas, on va dire, allez, admettons qu'on soit 1000. Bon, mais il y a 59 initiaux, même si les 59 ne se re-signent pas, 59 sur 1000, vous voyez bien, ça ne va pas faire varier beaucoup le N. Donc ça jouera peu sur le résultat là. Ok? Maintenant, si on regarde le nombre de membres sur 3, 4, 5 mois qui auront rejoint la monnaie ici maintenant, dans 2 ans plus 4, 5 mois, peut-être qu'au final, il y en aura beaucoup qui auront quitté la monnaie. Parce que peut-être que plus personne n'en voudra, ou que sais-je, hein, ou on sera tous morts de la lèpre, ou j'en sais rien. Il peut se passer n'importe quoi. D'accord? Donc il peut se passer des mouvements violents. Généralement, le mouvement violent ne sera pas instantané. Ça dépend, alors ça dépend à quelle échelle on va le regarder. Si on a l'échelle des décennies, ça peut paraître instantané. Maintenant, si on plonge, ça s'est fait en 10 mois, en 1 an et demi, mais à l'échelle des décennies, ça paraît violent. Il y a toujours une échelle où un truc violent, finalement, n'est pas si violent que ça. C'est-à-dire que même quand vous regardez une grosse avalanche, ça paraît violent, mais si vous coupez les images au milliardième de seconde, ça vous paraîtra très calme. Vous voyez? Donc il y a toujours une échelle où le violent paraît cool, et inversement, où le cool peut paraître violent. Si vous accélérez, si vous avez une rivière qui coule tranquillement, ok, mais si vous prenez des photos et puis que vous accélérez le temps pour faire passer ça, pour passer, je sais pas, pour qu'un jour soit une seconde, ben vous verrez peut-être les débordements de la rivière, etc. Voilà, vous la verrez violente, quoi. Vous voyez? Donc ça dépend de l'échelle. Alors là, on va simuler un choc. Alors imaginons ici, donc je me place, alors voilà, au moment où les DU sont à peu près pareils, ici, là, à peu près là, vers 35, là, donc 40, voilà, bon, peu importe. Et ici, disons que, allez, ça augmente. 800, je vais passer à 800, je n'ai pas fait entrer encore. Donc de 100, on va passer d'un coup à 800 membres. Bon, donc pour X raison, ils arrivent en peu de temps, ils vont arriver en peu de temps de 100 à 800. Ou de 1000 à 8000, c'est pareil. Qu'est-ce qui va se passer là, si je fais ça pour ma monnaie? Pour ma masse monétaire moyenne? Elle va chuter énormément. Elle va chuter, on est d'accord? Oui. Et donc qu'est-ce qu'il faudra faire pour le début? C'est ça qu'il faut avoir réfléchi. Boum! Voilà, ma masse monétaire a bien chuté. Est-ce qu'on est étonné par contre qu'elle continue à croître après? Non, parce qu'il voilà. faut leur DU, les nouveaux entrants. J'ai fait que chuter et après j'ai dit bon, c'est 800 mais après ça reste stable. Donc du coup, ben, ça reprend la croissance. D'accord? Et regardez les formules du DU, est-ce qu'elles ont réagi de la même façon? Ah, pas du tout. Est-ce qu'elles finissent quand même par reconverger derrière? Oui. Aussi. Mais elles ne réagissent pas de la même façon. Donc là, la question qu'il faut se poser, regardez. Quand il se passe ici, c'est là qu'il faut réfléchir. Pour bien comprendre ce qui se passe et comprendre pourquoi il faut choisir une formule plutôt qu'une autre. Il ne faut pas oublier que si la masse monétaire chute, dans ma monnaie, il va me rester des anciens. Il y a des membres qui étaient là peut-être depuis 10 ans, eux, ils ne sont pas partis. Là, enfin non, on a monté là. Donc il y a des anciens qui sont arrivés, puis il y a des nouveaux. D'accord? Si on se place du point de vue des anciens, eux, ils étaient là, juste avant la chute. Leur DU habituel qu'ils avaient l'habitude de gérer, il était là. On est d'accord? Ça va jusque-là? Donc si vous leur changez violemment le DU, à votre avis, est-ce que ça va leur plaire? Non. Ça va pas trop leur plaire. D'accord? Bon, ça c'est le point de vue des anciens. Si vous regardez qu'un point de vue, vous n'arriverez pas à trouver un bon équilibre. Hein. Pour trouver un équilibre, il faut en trouver au moins deux des points de vue. D'accord? Deuxième point de vue, qu'est-ce qui se passe pour les nouveaux? Les nouveaux, pour eux, la masse monétaire, elle est où? Elle est plus basse. Donc le DU devrait être comment pour les nouveaux?
Non, mais pour eux, il est normal, chaque fois normalement. Pour le DU, non, mais il devrait être comment? Il devrait être égal à ce qu'il était quand la masse monétaire était haute, ou est-ce qu'il devrait avoir une autre valeur puisque la masse monétaire est plus basse? Parce que si on regarde le point de vue des nouveaux, j'arrive et je vois que M sur N est égal à ça. Bon, théoriquement, le DU vaut combien? En toute logique, il devrait être divisé par. Il devrait diviser, il devrait valoir toujours 10% de la masse monétaire, donc il devrait valoir moins que ce qu'il valait avant la chute. Il devrait être plus bas pour les nouveaux. S'il est plus haut, est-ce que ça les arrange ou est-ce que ça les handicape? Ben, ça les arrange. Ça les arrange. Donc, du point de vue des nouveaux, il faudrait mieux que le DU soit plus bas, ce qui est correct vis-à-vis des... De qui, finalement? Puisque ça arrangerait les nouveaux que ce soit plus haut, mais pour les anciens, il devrait être plus bas. Parce qu'il n'y a pas de raison. Ils arrivent à une... Après, nous, on avait un DU qui était comme ça. Ils arrivent là, puis s'ils prenaient une monnaie à cet état-là, ils devraient avoir un DU à 10%, donc ils devraient être plus bas. Donc vous voyez bien qu'il faut trouver un mix entre le point de vue des anciens qui les arrange, le point de vue des nouveaux qui serait normal, et savoir finalement où se placer, si vous voulez, d'accord? Si on prend le point de vue normal théorique de la TRM, si N est stable, à partir de là, ils sont 800, la masse monétaire est là, le bon DU, il est là. Ça, c'est le DU, on ne tient pas compte du tout, là, ici, d'une variation violente de N ici. Ça, c'est le DU normalement en mode stable, comme si c'était rien passé. Mais est-ce que là, c'est stable? Non, il y a bien une hausse de membres. Donc, est-ce que la valeur théorique qu'on obtient ici peut être une bonne valeur, étant donné qu'elle est valable que si c'est stable? Ben non. Non, puisque c'est pas stable. Et de notre côté, on sait aussi que ça devrait être là pour les nouveaux et pour les anciens plutôt par là. Donc finalement, on se dit que bon, ben, la vérité doit sans doute être entre les deux. Et qu'est-ce qui se passe pour cette formule-là? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que là, ici, quand vous regardez ce schéma-là, là, ici, cette partie-là, d'accord? Par rapport à ce qui se passait là, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Une croissance plus faible. Une croissante moins forte. Donc le DU finalement plus bas que ce qui devrait être si on n'avait pas eu cette chute. De l'autre côté, il est plus haut que si on considérait qu'il n'y avait que des nouveaux entrants qui étaient rentrés avec une masse monétaire basse. Donc on a bien une sorte de, si vous voulez, de compromis, d'accord? Même si on pourrait se dire, ouais, mais la vraie valeur, elle devrait plutôt être par là. D'accord? Mais non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle reste stable plus longtemps. Donc elle augmente moins plus longtemps. D'accord? Ce qui est donc un compromis entre l'intérêt des anciens et l'intérêt des nouveaux. Les nouveaux, ça les arrange que le DU soit là, puisque finalement, il est quand même plus haut que ce qu'il serait si on tenait compte que de la nouvelle masse monétaire. D'accord? Et l'intérêt des anciens, il est aussi bon, parce que ici, le DU, quand même, il reste, si vous voulez, haut, mais pas moins haut que si la masse monétaire n'est pas bougée. Donc du coup, bah, ils gardent une bonne appréciation, si vous voulez, de leur invariant, qui est toujours là. Et en plus, on a une continuité. C'est surtout ça qui est important. Ici, on a une continuité, il n'y a pas de cassure. Malgré tout, on a bien une cassure au niveau de la monnaie. Mais on compense la cassure au niveau de la monnaie par une continuité au niveau du DU. Donc même si ça bouge violemment, le DU bougera peu. Mais vous voyez bien qu'il restera quand même, il augmentera moins si la masse monétaire moyenne chute, c'est-à-dire s'il y a beaucoup de membres qui arrivent, il augmentera moins vite que si le nombre de membres était stable. Ce qui est donc un compromis entre les deux points de vue, entre les anciens qui sont toujours là et puis les nouveaux qui arrivent et qui, eux, devraient finalement avoir un DU beaucoup plus bas en fait. Mais non, on va garder quand même le même DU pour eux, mais pas si haut que ça leur permettrait de rattraper les anciens trop vite par rapport à ce qui devrait être s'ils avaient pris une monnaie tout seuls dans leur coin. Tout seuls dans leur coin, si on ne tenait pas compte du passé, ils devraient avoir un DU plus bas. Donc ça arrange quand même aussi les nouveaux. Ça arrange les deux. C'est un bon compromis. Et on garde la continuité. Alors ça, c'est quand le nombre de membres monte. Et du coup, juste une question. Pour cette courbe-là, du coup, c'est quelle formule que tu as utilisée? Pour la masse monétaire, là? Ouais, pour la verte. Alors, ça, c'est la masse monétaire M sur N avec le DUG, c'est-à-dire le DU ici, G, c'est le DU suivant, c'est le DU précédent, plus C au carré fois M sur N. D'accord, ah oui. Alors, d'où vient le C au carré fois M sur N? Je vous rappelle que le DU en mode stable, il vaut C fois M sur N. D'accord? Le DU, il vaut C fois M sur N. Donc, si vous dérivez encore, si vous faites la dérivée du DU, vous allez avoir C au carré fois M sur N. D'accord? C'est l'ordre 2, là.
C'est l'ordre 2. Ok. Alors vous pouvez aussi le considérer comme étant le DU suivant, si vous prenez la formule en mode stable, le DU suivant c'est 1 plus C fois le DU précédent. C'est-à-dire 1 plus 10% fois le DU précédent. On augmente de 10%. Et comme le DU précédent fois C, d'accord, si vous faites le 1 plus C fois le DU précédent, ça fait le DU précédent plus C fois le DU précédent, d'accord. Et comme ce DU précédent lui-même, il vaut C fois M sur N, C fois C, ça fait C au carré, d'accord. Une façon simple de retrouver ce résultat. Et on transforme un peu la formule, on obtient quelque chose qui est équivalent en mode stable, mais qui permet de voir qu'on a une formule qui tient compte des variations de N. On a quand même une courbe qui s'adapte aux variations de N. Voilà, deuxième cas donc à comprendre, c'est ce cas-là. L'inverse, donc je vais diviser, j'ai multiplié par 8, donc je vais diviser par 8, donc ça fait à peu près 12,5, donc je vais en mettre les 12 membres, boum. Alors là, le nombre de membres a été divisé, que va faire la moyenne de monnaie? Ben, elle va grimper. Que va faire la monnaie là? Le nombre de membres il chute. La monnaie va faire quoi? C'est bien, c'est caché là. La masse monétaire moyenne va se grimper. La masse, elle va augmenter. C'est comme si, imaginez le cas, c'est ça qu'il faut réfléchir économiquement aussi. Imaginez, plein de gens s'en vont. Et en partant, ils filent tout leur crédit à un ou deux mecs qui restent. Vous imaginez la distorsion entre ceux qui restent là, il y a ceux qui restent là, qui étaient là, ils ont leur masse monétaire normale, et puis il y en a un qui reçoit tout le crédit de tous ceux qui se barrent. Il dit oh, je m'en vais, mais je te laisse mes junes. Mais vous voyez bien que là, la symétrie, là, elle n'est plus là, quoi. Cet individu-là, il va recevoir un gros paquet de junes par rapport à ceux qui restent. Donc il va garder un avantage pendant un certain temps. La question, c'est combien de temps? Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc ça a chuté. Donc la masse, pouf, forcément, la masse monétaire moyenne, elle monte. Donc on risque d'avoir des gens qui vont se retrouver avec beaucoup de sous, parce qu'ils vont recevoir tous les sous de ceux qui sont partis. D'accord? Et donc là, la question c'est de voir aussi, pareil, qu'est-ce qui se passe au niveau de mes deux formules, là, de mes deux possibilités ici. Là, je ne tiens pas compte dans cette formule, je prends la formule de base sans tenir compte des variations de N, ou je prends DUG. Et vous voyez, toujours pareil, on retrouve tout de suite à l'œil qu'ici, on n'a pas de cassure. Et toujours d'ordre 2. On a un DU, effectivement, ben ça monte, alors effectivement il y a un DU quand même qui monte, on est d'accord, mais il n'y a pas de cassure. Alors que là, on voit bien qu'il y a quand même une brisure ici beaucoup plus forte. Une cassure. Il y a une petite cassure, bien sûr. Bah oui, il y a toujours une petite cassure. Et si tu prenais d'ordre 3, il y aura encore moins de cassure. Oui, c'est ça. Exact. Etc. Voilà, tout à fait. Plus j'irai dans les ordres trucs, moins la cassure serait importante. Bon, c'est des cas extrêmes quand même, parce que là c'est passé en un an quand même de diviser ici par 8. Hein. Bon, c'est vraiment des cas extrêmes. Mais c'est en réfléchissant aux cas extrêmes qu'on trouve les solutions. Hein. Je vous fais remarquer ça d'ailleurs. On est passé de 100 à 12. Je pourrais passer de 100 à 1 aussi. On verra la même courbe. Ici. Hop. Allez, 1. Carrément. Bam. C'est la même courbe, hein. Ça monte plus. Alors comme on est à logarithmique, le x100, si vous voulez, ici, on le voit. C'est quoi une monnaie où il n'y a qu'un membre? C'est pas une Non mais ça ressemble à quoi? On se retrouve avec une monnaie, il y a un membre. Bon. Est-ce que l'historique d'avant, il compte en fait? Ça ressemble à quoi du coup? Une nouvelle monnaie? Ouais, ça ressemble à une nouvelle monnaie. Avoir des gens, beaucoup de gens qui partent, ça se rapproche de dire, ben, c'est comme si on reboostait une monnaie en fait. C'est comme si on redémarrait une monnaie. Ce qui veut dire que les réflexions qu'on peut faire, par analogie, les réflexions qu'on va pouvoir faire avec un nombre de membres importants qui partent, on se retrouve comme si on avait une nouvelle monnaie, finalement un peu de membres et la possibilité de tout revoir, enfin, de tout refaire, de refaire la monnaie. Ces réflexions-là doivent être, on doit retrouver un résultat qui doit être intellectuellement très proche des conditions d'initialisation d'une monnaie. Donc les formules qu'on va mettre pour créer les premières unités de monnaie devraient être très proches, que ce soit le boost d'une nouvelle monnaie, soit une monnaie existante où le nombre de membres part. Un nombre conséquent de membres part.
on devrait arriver à des résultats en termes de calcul, en termes de formulation, en termes de forme de DU qui sont proches en termes de réflexion. D'accord? Alors qu'est-ce qui se passe? Ici, donc les gens avaient donc une certaine moyenne, ils se retrouvent pouf, avec une moyenne. Non, il y en a quelques-uns. Alors ici c'est 1, bon je vais remettre pas 1 parce que 1 c'est pas assez. Je vais en mettre 12 histoire que ça soit intellectuellement plus acceptable. Donc il reste un peu des membres. Alors il c'est 12, mais imaginez que vous rajoutez 3 zéros au nombre de membres, ça ne changera pas grand chose. Ça pourrait être 12 000 alors qu'ils étaient 100 000. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Donc les mecs partent. Alors, c'est pas parce que les mecs partent qu'il n'y a pas de nouveaux entrants. Il peut y avoir 1 ou 2 nouveaux entrants, beaucoup de gens qui sont partis, et il y a des anciens. Mais c'est toujours pareil. Si vous ne considérez pas le point de vue des anciens et des nouveaux, vous ne trouverez pas ce qu'il faut faire avec le DU. Vous voyez? Donc les anciens, ils étaient là. D'accord? Ils étaient ici, et ils avaient un DU qui était à ce niveau-là. On se retrouve avec une masse monétaire qui monte beaucoup. Si je prends la formule de stabilité, le DU devrait être ici. C'est la formule rouge. D'accord? Alors, pour les anciens, est-ce que le DU nouveau, ici, il a intérêt à monter ou pas? Ben non, il n'y a pas d'intérêt. Alors je dis par rapport aux anciens, les mecs sont partis. Il y a de fortes chances que parmi les anciens, parmi ceux qui sont partis, ils aient filé leur june à quelques gars. Il y en a quelques-uns qui en ont beaucoup, même parmi les anciens. Et puis alors parmi les nouveaux, il y en a quand même 0. Et même parmi les anciens, il y en a qui vont se retrouver en dichotomie. Donc du coup, dans ces cas-là, qu'est-ce qui vaut mieux pour un DU si on veut viser une symétrie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il vaut mieux avoir un DU qui ne bouge pas, qui baisse, qui monte? Il vaut mieux avoir un DU qui monte. Il vaut mieux avoir un DU qui va au-dessus, bien sûr. On est d'accord. Et pour les nouveaux, est-ce qu'il vaut mieux, pour les nouveaux, garder un DU à ce niveau-là alors que la masse monétaire est là, ou garder un DU proche de ça parce que la masse monétaire est haute? Pareil. Il y a pour lesquels il faudrait finalement que le DU reste là où il était. Pour ceux qui ont hérité, ouais. Ceux qui ont reçu les junes de ceux qui sont partis, ils n'ont pas intérêt à ce que le DU bouge. Plus il est bas, même à la limite, s'il n'y avait plus de DU, ça les arrange. C'est le Bitcoin, ça. C égale 0. Le Bitcoin, c'est une monnaie libre avec C égale 0. Très mauvais choix. Plein d'autres quantités de valeur pour C, mais pourquoi faire un C égale 0? C'est idiot. Vous voyez le truc? Bon, et donc du coup, est-ce qu'on est étonné que la courbe verte, elle fasse ça? Est-ce que la courbe verte, ici, elle n'est pas en train de se dire, bon, ben, je garde une continuité avec l'ancien, puis je rejoins, finalement, le DU qui serait le mieux pour les nouveaux entrants? Hein? Est-ce qu'on n'est pas, là, encore une fois, devant un compromis? Vous voyez? Et plutôt ici que d'avoir un compromis qui dirait, je fais la moyenne entre les deux pour me placer là, ce qui serait une possibilité, hein. Ça serait correct, hein, d'un point de vue... je dirais, oui, du point de vue latéral, on ne peut pas dire, vu qu'il y a un saut, on pourrait considérer qu'il pourrait y avoir un saut pour le DU aussi. C'est une possibilité. Hein. Moi, je vois une monnaie libre qui dirait, bon, mais nous, on choisit de prendre la moyenne quand il se passe des trucs. Ce qui est tout le temps d'ailleurs, hein, parce qu'il se passe toujours des trucs, parce que la N ne sera jamais stable. N sera toujours soit en croissance, soit en décroissance. Alors ça pourra être une croissance infime. Si vous avez 10 membres de plus alors que vous êtes 1 million, évidemment, mais ça compte. Enfin, je veux dire, il faut quand même faire quelque chose, vous voyez? C'est pas instable quand même. Donc il y a bien le DU, ça ne sera pas exactement égal à la formule théorique. Il faut faire une petite adaptation. Donc il faut bien que votre formule tienne compte de tous les cas de variation. Ce n'est pas les cas extrêmes qui sont gérés, c'est tous les cas avec cette formule. Mais dans les cas extrêmes, on voit ce qui se passe dans ces cas-là, et donc on comprend après ce qui se passe avec des cas moins forts, avec des cas plus simples. J'ai une question, Stéphane. Est-ce qu'on peut envisager, je sais pas, dans une communauté, ça peut être la June par exemple, que la règle de calcul du DU évolue avec le temps? Alors, une fois que tu as bâti une monnaie libre, normalement le DU ne doit pas varier. Parce que si tu fais varier le DU, alors surtout si tu sors des... Non, mais dans ma réflexion, c'est de dire, par exemple, au départ, on prend la formule de base du premier degré, du premier ordre, ouais. Puis, je sais pas, un an après, on passe au second ordre, puis un an après, on passe au troisième ordre. Oui, ça aurait été possible. Mais enfin, une fois que tu as... Pour affiner au fur et à mesure. Mais une fois que tu as... Oui, ça serait possible. Si on reste effectivement dans le cadre d'une...
Si on reste dans le cas du monde libre et que ces formules respectent un DU symétrique à peu près de même croissance et tout, étant donné les variations, on pourrait l'envisager. C'est ça, c'est pas de changer la formule pour aller d'une formule à complètement une autre. Ouais, voilà, en restant, voilà, ouais, tout à fait. Voilà. Après, le risque évidemment, c'est que si on permet ça, si on s'habitue à ça, c'est quelqu'un qui va dire, oh ben tiens, finalement le DU on va l'enlever parce que ça nous arrange pas. Ouais. Et c'est ça le problème, c'est que si tu t'habitues les gens à pouvoir modifier la formule, tu risques de te retrouver à un moment donné, et le risque de la manipulation qui va lui détruire sa propriété fondamentale. Que ce soit une action humaine, évidemment. Ouais. C'est ça, ça dépend si le changement est fait parce qu'il a été prédéterminé au départ, au temps de temps on passe à telle formule, Ouais. ou si c'est un changement qui est fait par décision humaine, dans le pire des cas, d'un type dans son coin si l'outil technique le permet, ou en cas intermédiaire, par une décision collective des membres. Ouais, décision collective ça veut rien dire, parce qu'il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord et qui ne voudront pas de ta décision collective à la nôtre. Ce qui lui enlèvera beaucoup de son intérêt, parce que souvent les décisions collectives se font toujours au détriment d'une autre catégorie de la population, parce qu'ils y voient leur intérêt à eux, et ils ne voient pas que ça se fait sur le dos des autres, ou ils ne veulent pas le voir. L'intérêt justement du blockchain, à un moment donné, c'est que si tu veux faire passer une modif que les gens ne sont pas d'accord, ben, il y a un fork qui se passe. Tu n'as plus une monnaie, tu en as deux. Et du coup, ben, tu perds du poids économique, et finalement ton choix que tu as voulu faire, finalement, il se fait à ton détriment. Parce qu'évidemment, si tu perds des membres, tu perds de la valeur. Alors là, par contre, là, sur la TRM, là, il n'y a pas photo. Il y a un critère de valeur que la TRM met en avant, c'est l'être humain. Donc c'est bien le nombre d'êtres humains va jouer sur la valeur, c'est sûr. Alors à la hausse ou à la baisse, je ne sais pas, mais c'est plutôt, je dirais plutôt quand même à la hausse s'ils sont plus nombreux, et à la baisse s'ils le sont moins. Même si c'est sujet à la discussion. Ouais. On y est, la règle, quand tu dis les gens s'en vont de la monnaie, le fait de dire que leur compte est réattribué à d'autres, c'est eux qui le décident. Hein. Non mais c'est une possibilité, donc on doit en tenir compte. Voilà, c'est eux qui le décident. Tu ne peux pas le faire toi, bien sûr, tu n'as pas la clé, tu peux rien le faire. Mais sinon, on peut dire que cet argent est... Cette monnaie, ouais. Cette monnaie est détruite ou... Non, on peut pas, tu peux rien dire du tout. Ça t'appartient pas à la monnaie. Tu n'as pas la clé, tu peux rien faire. Oui, c'est eux qui... Il n'y a que celui qui a la clé qui peut jouer avec sa monnaie. Tu peux rien faire, même si tu voulais, tu peux pas. Donc alors, donc là on comprend, en tout cas, voilà, ici on comprend l'intérêt de cette formule ici, qu'on appelle le second ordre, tout, c'est la continuité. Elle est à la fois une formule, je dirais, ici de moyenne entre deux extrêmes, d'accord, qui veut être favorisé ou pas, en fonction des circonstances. On est bien entre les deux, entre les deux extrêmes ici, à chaque fois, mais ça se fait de façon progressive, ça ne se fait pas d'un coup. On ne va pas d'un coup à la moitié, ou tout, etc. C'est la forme que prend la courbe, c'est un rattrapage par la moyenne, si vous voulez, vers la possibilité de la stabilité plus longue. D'accord? Alors après, on pourrait s'amuser, faire varier la monnaie à la hausse et à la baisse plein de fois. On peut regarder ce que ça donne aussi. Donc imaginez qu'avant, on ait pu aussi faire monter... Ici, allez, je vais faire à 400. Et puis voilà, 12. Et puis là, après, ça remonte ici, allez, hop, à 800. Hop, et ça redescend à 50. Alors, c'est un peu du n'importe quoi. Voilà, mais voilà. Donc là, du coup, ouais, non, mais ça pourrait arriver. Alors, évidemment, c'est des cas extrêmes. On peut supposer que s'il y a des variations, elles se feront de façon moins violente quand même. Elles se feront de façon plus progressive. Justement, la courbe jaune, on peut supposer, mais on n'est pas sûr, on verra bien à l'expérience, mais on peut supposer qu'elle suivra elle aussi plutôt des variations de type vert, si vous voulez, que de type rouge. C'est-à-dire de type bon, avec des variations, mais relativement lissées dans le temps, plutôt que comme ça, ça c'est radical quand même. Hein. Mais vous voyez comme la courbe verte est quand même plus souple ici. Vous voyez? Et qu'elle se trouve à chaque fois entre les deux bornes hautes et basses du rouge. Parce que le rouge, il vous dit ce que ça devrait être si ça ne bouge pas juste avant que ça déconne, juste avant que le N varie beaucoup, et ce que ça devrait être si ça ne bouge pas juste après. On comprend bien que normalement c'est au milieu que ça se passe. Et la courbe verte, vous voyez qu'elle joue vers le milieu à chaque fois. Et à chaque fois, elle converge bien vers ce qu'il faut. D'accord? C'est une bonne façon d'analyser ce truc-là. Et si vous prenez la formule d'ordre 3, vous verrez que ce soit un peu différent, mais pas beaucoup. Hein. Vous pourrez faire un problème d'ordre 3, d'ordre 4, de ce que vous voulez, vous verrez que c'est très proche de la verte. Donc c'est pour ça que ce n'est pas la peine après d'aller plus loin. C'est juste amusant pour un théoricien de dire que c'est possible, mais bon, en pratique, tout le monde s'en fout. Voilà, donc ça c'est le premier point. Alors maintenant, deuxième et dernier point que je voulais
présenté dans cette conférence. Ça, c'était sur la réflexion sur quelle formule pour le DU, finalement, laquelle il faudrait prendre. C'est à cause de ça qu'il fallait y réfléchir, à cause de ce principe-là qu'il fallait bien penser le truc en amont. Et comme je vous dis, c'est fait dans le dernier chapitre de la TRM. Si vous reprenez le dernier chapitre, le tout dernier chapitre de la TRM, ça finit là-dessus. En vous disant, voilà les formules possibles, mais ce n'est pas forcément les meilleures, il y en a une infinité. Ne donnez pas la formule d'ordre 2, d'ordre 3, parce que je ne dis pas tout, j'ai besoin que les gens réfléchissent avant. J'ai attendu que quelqu'un se penche sur le sujet, c'est Anoa qui l'a fait, et bon, il a cru, j'ai trouvé une formule, je lui ai dit, mais sauf si tu relis la page latérale, tu remarqueras qu'elle y est ta formule. Bon, mais peu importe, après ce qui était intéressant, c'est de voir qu'on pouvait se faire ces formules d'ordre 2, 3 ou autre. Bref. Alors maintenant, donc, le problème de dire, ben non, le DU, on veut que 4 chiffres. On veut qu'il soit journalier et sur 4 chiffres. Alors pour ça, là, on a fait une réflexion un peu tardive, parce qu'on n'y avait pas forcément réfléchi avant. Pour la raison que pendant toutes les monnaies de test, on ne limitait pas le nombre de chiffres pour le DU, parce qu'on savait que c'était des monnaies qui ne dureraient pas, et on n'avait pas pensé, parce que le problème, c'est un problème après d'optimisation de stockage. Plus vous avez de chiffres, plus les transactions seront toutes plus ou moins grandes d'ailleurs, parce que ça sera inclus dedans, et plus votre base de données aussi qui contiendra ces chiffres sera grosse, etc. etc. Donc ça, je fasse jouer sur la taille finale, dans une proportion qui est loin d'être négligeable. Alors après vous me direz, oui, mais dans 10 ans, les ordinateurs seront 10 fois plus puissants, peut-être. On n'est jamais sûr de rien. Alors pour ça, on avait créé un poste qui s'appelait nombre de chiffres. Avec nombre de chiffres, tu trouves. Voilà. Nombre de chiffres requis dans le DU. Alors celui-là, c'est sûr, il était au départ, il était réservé au staff, et puis après on l'a ouvert une fois qu'on a fini la réflexion. Alors pourquoi on faisait ça? Parce qu'on a souvent des gens qui discutent et qui ne connaissent pas le sujet, ou qui, bon bref, donc on attend d'avoir un peu débroussaillé d'abord, et après on a ouvert un petit peu, mais pas trop. Hein. Parce que des fois c'est bon, bref. Mais voilà, donc la discussion elle est là, vous pouvez la consulter. Et c'est le problème, c'est que voilà, on s'était dit, bon, on va lancer la monnaie, mais alors sur combien de chiffres? On n'avait pas d'a priori tout ça, et j'ai fait remarquer le fait qu'effectivement, selon le nombre de chiffres qu'on choisit, on ne pourra pas choisir le C qu'on veut. C'est là que vous allez faire des calculs. Prenez un DU sur 4 chiffres, 10,00. Allez-y, vous le marquez dans votre tableur, là, je vais le faire avec vous. Le chiffre après la virgule. Ouais, un DU sur 4 chiffres. Donc un DU sur 4 chiffres, c'est 10,00. D'accord? Ici, je vais mettre ici. Bon, peu importe, je ferai après. Alors je vais calculer le C ici, je vais le mettre là. Alors le C journalier, est-ce que vous le connaissez? 0,02. Ouais, alors on va le calculer à la main. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le calculer? Alors, c'est 10% par an, on est d'accord? Donc c'est 1,1. Alors, j'arrive pas parce qu'il est pénible ce PC, on ne voit que dalle en fait. C'est 1,1, c'est 10% par an, et il faut faire en puissance quoi? Pour se ramener à la journée. 1 sur 365. Bon, si on veut être précis, on fait même 0,25, mais bon, ça change pas grand chose. Hein. Et à la fin, vous enlevez 1. Hein. Parce que si on veut le C, c'est sans le 1. Voilà. Et vous obtenez, voilà, le 0, alors en pourcentage, ça fait 0,26%. On est d'accord? Vous le connaissiez celui-là? Vous l'avez vu? Ça, c'est le C journalier. Si on veut... Ah ouais, alors attends. Il faut que je mette... voilà, au moins 3 décimales. Sinon, il arrondit. Voilà. Il y a le problème de l'arrondi. Donc c'est ça. C'est 0,026% par jour. D'accord? Donc si on applique maintenant le DUG là, vous avez vu le DU suivant, ça sera le DU précédent plus C au carré fois M sur N. D'accord? Donc imaginez que votre M sur N, alors ici je vais mettre le DU, imaginez que votre M sur N ici, il va le 10 aussi. Il vaut un DU quoi. Chacun a un DU. Je compte en quantitatif ici. Hein. Donc ici, je vais calculer combien vaudrait ce paramètre C au carré fois M sur N. Alors, si
si C est petit, là, déjà C est petit, là, 0,026, là, c'est petit. Pour ça en plus, d'accord? Si je le mets au carré, je vais obtenir un nombre qui est comment? Qui est très petit. Si vous mettez un truc petit au carré, vous aurez un truc très petit. Et inversement, un truc grand au carré, vous aurez un truc grand. Voilà. Alors on va vérifier parce qu'on n'est jamais sûr. Hein. Moi, on me dit le truc, bon peut-être, hein, je sais pas. Alors ici, on va le mettre au carré, d'accord? Et donc fois m sur n. Je ne vais pas faire entrer tout de suite. Maintenant, je me dis bon, ok. Dans quel cas ça pourrait être pris en compte dans le calcul? Je veux un DU sur 4 chiffres. Donc 10,00, je veux pouvoir avoir des centimes, mais j'ai pas de chiffre après. D'accord? C au carré, on vient de se dire que c'est très petit. Donc un truc très petit fois m sur n, si m sur n n'est pas très grand, ça va vous donner un résultat qui est comment? Très petit. Alors qu'est-ce qui va se passer pour le DU là, si je calcule avec ça? Il va rester constant. Il ne va pas bouger. On va dire, oh, j'arrondis au centime supérieur, mais si vous faites ça, si vous avez trouvé un chiffre à 7 chiffres après la virgule, et que vous arrondissez au centime supérieur, est-ce que vous êtes en train de croître de 10% par an là? Vous êtes en train d'exploser votre croissance, vous voyez? Vous allez croître beaucoup plus vite. Donc si je fais le calcul là, je regarde, boum, et j'obtiens 6,8 10 moins 7. Donc ça veut dire 6, c'est un 6 à 7 chiffres après la virgule. Donc est-ce que je vais impacter mon DU avec ça? Et à partir de quand je vais pouvoir toucher le centime, puisque je veux toucher les centimes, je vais le marquer ici. Et voilà. C'est ça. Voilà, regardez là, voilà, c'est mort. Vous voyez, je touche rien là, je suis à 0. Maintenant, je suis à 10 moins 7. Comment voulez-vous que ça marche? Donc, j'ai pas le C carré, là, j'ajoute rien au DU là, avec ça. Je suis trop petit. Alors, vous me direz, mais c'est pareil, il n'y a qu'à attendre que M sur N grandisse, puisqu'on touche un DU par jour. On va mettre. Alors, je vais mettre la même formule ici. Voilà, je la mets en centimes ici, et là, je vous la mets en notation scientifique. Comme ça, on l'a deux fois. Voilà, je vais le mettre ici et là. Non, ça va pas. Égal. Voilà, très bien. Ça, je vais changer la notation. C'est le même chiffre, hein, mais parce que là, on voit c'est tronqué, et donc là, je vais choisir en voilà, notation scientifique. Voilà, donc je suis bien à 6, 10, moins 7, je suis très très loin après la virgule, donc je ne peux rien faire, je ne peux pas augmenter mon DU. Donc à partir de quand mon M sur N va... Parce que si M sur N grandit, bah, cette valeur va grandir, donc je peux toucher le centime. À partir de quelle valeur de M sur N ça va toucher le centime? Si je garde cette formule. Le centime, c'est 2 chiffres après la virgule. Là, je suis à 7 chiffres. Donc il faudra que M sur N vaille combien? 1 million. Je dirais plutôt moi 5. C'est à 5 chiffres dans M sur N, on n'aurait pas être loin du centime quand même. 5 chiffres, c'est combien? 100 000. Ouais, 100 000, c'est plutôt 6, non? Mais 5, je sais pas, on va voir. Allez, 100 000. On va tenter. Allez, 100 000 pour N. 100 000. Et je suis à 6, 10, moins 3, les gars. Hein. Je suis pas encore à 10, je suis presque. Je suis pas loin. Je suis pas loin, mais il faut que je sois un peu plus grand, d'accord? Alors peut-être 200 000, allez. Alors, parce que le 0,1 c'est une... Voilà, là c'est bon, là, je suis à 1, 10, moins 2. D'accord? Je suis vraiment au centime. Il n'y a que à partir du moment où M sur N serait égal à 200 000 joules, dans ce cas-là, que j'aurais eu 1 centime d'augmentation de mon DU. M sur N, hein, 200 000 joules. Je ne sais pas si vous voyez 200 000 joules, on n'y est pas là. Même à tous les membres depuis 2 mois, on est à combien? On est à 60 000, c'est ça? 70 000. À tous les membres. Donc vous imaginez le temps qu'il aurait fallu avant de voir le DU bouger un petit peu. Alors on aurait pu, hein, ça marche. Hein. Mais dans ce cas-là, on se serait pu se rapprocher de la formule initiale qui avait été choisie au départ, en fait, que j'avais mis en évidence, qu'on pouvait faire le maximum entre le DU précédent et C fois M sur N. On aurait eu un truc par palier, quoi, si vous voulez. Il aurait fallu attendre très longtemps avant que ça bouge. Vous voyez pourquoi? C'est pas un truc évident comme ça. Donc la question qui se pose, bon mais très bien, j'ai compris. Si je calcule à la journée mon DU, ça va pas.
je vais devoir attendre trop longtemps que ma masse monte avant que ça bouge avec cette formule-là, que ça puisse bouger le DU. Or, j'ai besoin de cette formule, je vous rappelle, pour gérer les variations de n. Donc, je voudrais quand même que mon DU bouge correctement, mais je ne vais pas attendre 10 ans avant de le faire. D'accord? Donc, je vais me poser le problème à l'envers. Que doit valoir C, puisque C peut avoir n'importe quelle valeur. La valeur de C, c'est simplement que la période de calcul ne sera pas la même. C vaut 0,026 à la journée, mais il vaut 10% par an. Donc on voit bien qu'entre la journée et là, on pourrait choisir, voire même s'il faut calculer tous les 2 ans, tous les 3 ans, bon, mais il suffit de... Le C sera plus grand aussi. Voilà. Donc on peut avoir n'importe quelle valeur pour C, ça va jouer sur la période de calcul. Donc je peux poser le problème à l'envers. Je veux dire, si je veux toucher le DU au centime, combien doit valoir C? Vous comprenez? Donc je veux pouvoir toucher le DU au centime. Donc ça veut dire qu'il va falloir que cette valeur ici, là, vaille exactement 10 moins 2. D'accord? 0,01. Donc il faut que C carré fois M sur N égale 10 moins 2. D'accord? Alors, et je le veux pour un M sur N qui soit petit. Là, j'ai dit, bon, et c'était trop grand. Alors c'est quoi un M sur N petit? Ben, 10. Alors 10 c'est petit, mais 10 c'est vraiment très petit, parce que à passer un jour, tout le M sur N est à 10. Alors il faudra un truc un peu plus grand. Hein. 1000. 1000 c'est presque trop grand, parce que 1000, 1000 ça fait beaucoup quand même 1000, t'es fou toi. Donc non, mais on va dire 100, les 100 c'est pas mal. Et encore c'est pas beaucoup, ça fait 10 jours. D'accord? Donc quand M sur N vaut 100, le résultat ici vaudra 0,01. Donc ça veut dire que C au carré vaudra, si je dis si M sur N, allez je vais le faire ici, je vais vous faire. Quand M sur N vaudra 100, bon 100 c'est 10 jours d'attente, hein, bon ça devrait être jouable. Je veux pouvoir avoir un résultat qui vaut 0,01 pour le DU. D'accord? Donc ici, je veux que C au carré M sur N soit égal à 0,01. Donc ça veut dire que C doit valoir combien? Alors du coup, d'abord c'est une racine, parce que c'est un carré. C au carré, je veux que C au carré fois M sur N égale 0,01 avec M sur N égale 100. C'est pas très difficile à faire. Hein. Il faut, allez, je vais vous le faire. Allez, je vais d'abord faire C au carré, comme ça ce sera plus facile. C'est égal à, ça est égal à ça divisé par ça. On est d'accord? Voilà, il devrait être égal à 10 moins 4 en fait. Et combien vaudra C? Alors si je prends la racine maintenant, je vais prendre la racine de ça. Quand je prends la racine d'un nombre petit, j'obtiens un nombre plus petit ou plus grand? Plus grand. Plus grand. 10 moins 2. La racine carrée de ça, et je vais retrouver, c'est égal, c'est combien ça en pourcentage? C'est combien ça? 1%. C'est égal à 1%. Bon, c'est pas très étonnant. Mais bon, ça dépend du choix de M sur N que je cherche. D'accord? Si j'étais d'accord d'attendre M sur N égale à 400, à 1000, ben, j'aurais eu un C recherché différent. Ouais. Ouais, juste tout à l'heure, tu disais, pour attendre M sur N, là, il fallait qu'on attende longtemps, en faisant la comparaison avec Jules, on est à 77 000 là. Mais nous, ça a été atteint en 3 mois. Non, mais tu as 77 000 de masse totale. C'est pas M sur N. Faut que tu divises par 100. Ah, mais parce qu'on fait la comparaison entre 200 000 et 77 000. Non, mais là on parle bien de M sur N. Hein. Oui, Là, il faut qu'il attende combien d'années là. oui, c'est long, c'est très long. Oui, oui, tout à fait. Non, mais c'est ce que je dis. Oui, c'est long, c'est long. Enfin, c'est au moins, oui, non, mais c'est très long. Oui, c'est sûr. Bah, c'est 2000 jours, c'est-à-dire 2000 jours, c'est 6 ans. Mais non, parce que là, oui, mais le DU vaut 10, donc ça fait 200, ça fait 20 000 divisé par 10, ça fait 2000 jours. Le DU vaut 10. Ouais. M sur N vaudra 2000. En gros, si le nombre de membres, attention, si le nombre de membres augmente, c'est encore plus long. Mais s'il ne bouge pas, c'est au moins 6 ans. Ou 5 ans, 5-6 ans. Le temps que 5-6 fois 365 jours, ça fait effectivement 2000 jours. Oui, donc ça aurait été très long, et en fait, oui, on se serait dit, attends, on a raté un truc au départ. C'est sûr. Il y a combien de chiffres prévus pour le M sur N, comme pour N? Pas pour M, mais c'est pour le DU en fait. Oui, le DU. Non, pour N, il n'y a pas. Pour le DU, c'est 4, il y a 4 chiffres. Il n'y a que 4 chiffres? Oui, 4 chiffres. Parce qu'il est à la journée. D'accord. Et on a estimé que c'était largement suffisant. D'accord. C'est ce qui, si tu veux, la remarque qu'on peut faire, c'est 10 fois 31 jours, ça fait 310.
Bon, mais on sait aujourd'hui que le RSA il vaut combien? Il vaut 600, que le SMIC ça vaut 1000 et quelques, bon ça va quoi. C'est des ordres de grandeur qui sont... Quand même sur N sera plus grand, on pourra peut-être passer à un intervalle plus court pour le calcul de C. On pourrait faire ça, mais on pourrait adapter l'intervalle de calcul, effectivement, à la valeur de M sur N. Mais ça aurait été autre chose, en fait, ça demande du... Oui, mais tu as raison, tout à fait. Mais là, voilà, attention, oui, mais on n'a pas fini, parce que là, attends, tu vas trop vite, là. Donc alors, donc vous comprenez? Voilà, si je veux toucher le centime de mon DU, là, en attendant que N sur N monte assez, puisqu'on comprend bien que ça dépend de N sur N. Bon, si N sur N vaut 100, bon ça va, c'est une petite valeur qui n'est pas trop petite, bon ça c'est acceptable. C carré, si je veux que ce soit égal à ça, j'obtiens que C carré égale ça, donc C égale 1%. Maintenant, ça correspond à quelle période de calcul 1%? C'est ça la question. 6 mois. Alors, on peut faire le calcul de la période, parce qu'il faut que... La période est l'inconnue là, si vous voulez. Alors là, j'ai pas de... Ouais, parce que j'ai pas de tableau là, j'ai pas de... Ah, si, celui-là. Pour écrire là-dessus. Ah ouais. On peut calculer la période en fonction du C que l'on veut. Voilà. Je me rappelle qu'on a, heureusement qu'on a bâti un référent, parce que si on se pose des questions sans parler sur quelle valeur il faut pour C, on ne pourrait pas faire ces raisonnements. Donc on sait que C vaut 10% par an. Donc 1 plus 10%, c'est écrit allez, 1 plus 10%, voilà, est égal à, alors, le 1 plus C, le C qui dépend d'une période, je peux l'appeler CP, je l'appelle CP. Le C qui dépend d'une période. Quand la période vaut 1 an, ben je sais qu'il vaut 10%. Mais ça doit être égal, ici, alors la période étant journalière, ça veut dire que si je fais une période par exemple, imaginons de 1 jour, ben, je vais le faire 365 fois dans l'année. Donc si c'était ici la période 1 jour, ça puissance 365 devrait être égal à ça. Maintenant, si c'est pas 1 jour, mais P jours, dans l'année, je vais le faire combien de fois? Ben, 365 sur P. Ça vous va? Ce qui fait que quand P vaut 365, on retrouvera bien ça. Heureusement. D'accord? Donc c'est 365 sur P. Donc c'est puissance 365 sur P. Et ce qu'on cherche, c'est P. Donc, en fait, on connaît CP, puisque là, on sait qu'il vaut 1%, là, d'accord. Si on connaît CP, on peut trouver P. Donc là, on va calculer P en fonction de CP. Juste pour pratique, tu pourrais casser ta clé en deux et l'écrire. C'est vrai? Ah, d'accord. Ça, c'est un truc que je ne sais pas. Alors voilà. Alors comment on fait pour trouver P là-dedans là? Si on connaît, donc imaginons ici c'est 1%, hein, allez tiens, comme ça. Voilà. Il n'y a que des chiffres, il y a une seule inconnue, c'est P. Alors là, ça c'est pas une équation inconnue, vous voyez, 1 plus x égale 3. Hein. C'est un tout petit peu plus youth, mais bon, c'est pas... Alors je peux faire puissance P des deux côtés déjà. Allez hop, comme ça c'est plus facile. Ça marche, hein? Puissance P ici, pouf, le P ici s'en va. Donc après, comment je fais pour sortir le P de là? Ouais, quand j'ai dit puissance, il y a une formule, il y a une fonction super qui me permet d'enlever les puissances. Eh ouais, si je fais ln, ici je vais avoir P logarithme de 1 plus 10% est égal à 365 logarithme de 1 plus 1%, qui est mon CP là. D'accord? Donc du coup, P, la formule pour calculer la période, une fois qu'on a le C qu'on cherche, si vous voulez, hein, voilà, c'est égal à 365 log de 1 plus 10 plus 1% divisé par log de 1 plus 10%. Bon, ça va, ça je sais que c'est plus grand que ça, parce que alors le log est positif passé 1, ça c'est plus grand que ça, donc cette valeur là elle est petite, elle est plus petite que 1, fois 365, ça va, ça sera plus petit que l'année, ça va. Je veux dire, a priori, je pense que je ne me suis pas trompé. Je sens que j'en ai perdu la moitié, mais ça fait rien, moi je m'amuse. Alors, donc, la formule c'est ça, donc je vais le faire là. Je connais le C ici, donc maintenant je vais calculer que vaut la période une fois que j'ai C. Vous allez voir, parce qu'une fois qu'on fait ces formules, après on peut faire varier les paramètres. Et ça permet d'avoir tout de suite les calculs que l'on cherche. Donc que vaut la période de recalcul si on est là? Donc ça fait égal à 365
fois, donc alors c'est quoi? C'est log de, alors 1 plus, ben justement le CP il est là, c'est lui, et divisé par log de 1,1. 1 plus 10%, c'est 1,1. On est d'accord? Boum! Combien de jours? 38 jours. Donc si j'avais voulu, et vous allez voir qu'on n'a pas fini. Bon, j'enlève les dizaines de journées, tout ça, on s'en fout. Donc c'est un résultat intéressant. Si je veux donc un DU à 4 chiffres, si je veux trouver la période à partir de laquelle, dès que M sur N vaut 100, je pourrais au moins bouger d'1 centime, alors il faut que je calcule tous les 38 jours, 40 jours. Alors après, évidemment, une fois que j'ai trouvé 38, je sais que je peux prendre effectivement 40, parce que c'est plus rond, etc. Très bien. Mais en fait, j'ai pas fini. Si je fais ça, je vais l'avoir dans l'os. Parce que si je calcule avec ça, si je bouge de 1 centime, je vais bouger de 1 centime le truc avec des virgules. Et derrière, ça va être des fois 8, des fois ça va être 0. Et je vais arrondir. Et bien si j'arrondis, je vais du coup modifier mon C. Faut pas que je prenne 1 centime, c'est trop petit. Faut que j'en prenne combien du coup? Un peu plus. Et à combien la virgule après le centime va devenir négligeable? Oui, c'est relatif, mais non, on sait à peu près. À combien de centimes? Je suis sûr que bon, après, même si j'arrondis à la virgule, même si je passe de 0 à 1, en me trompant dans l'arrondi, je sais que bon, finalement, c'est pas grave. Combien il faut que j'en calcule de centimes? Voilà, 10, c'est bien. 10 centimes. Si je calcule tous les 10 centimes, bon, on est bon. Je veux dire, même si j'arrondis à 1, ça pèsera très peu au final dans le résultat. D'accord? Ça sera vraiment négligeable. On est d'accord avec ça? Donc du coup, je ne cherche pas égal C au carré M sur N égale à 0,01, mais C au carré M sur N égale à combien? 0,1. Je veux toucher les 10 centimes. 10 centimes, voilà. Et donc, magie, je vais appuyer là, et tout de suite, je vais avoir la période. Alors, elle sera plus grande ou plus petite? Plus grande. Elle sera plus grande. Boum. Combien on a? 120 jours. Bah, c'est ce qu'on avait trouvé. Donc, je suis assez rassuré de retrouver le résultat. On avait trouvé 120. Et après, bon, on s'est dit, bon, 120, Cédric, il a dit, bon, mais c'est pas loin de la moitié d'une année, on n'a qu'à faire tous les équinoxes, ça sera marrant. Donc vous voyez, on n'a pas trop le choix. Non mais je veux dire, voilà, on n'avait pas trop le choix. Vous comprenez ça? Parce que ça, le problème de ça, c'est pas qu'au début qu'on risque d'avoir. C'est dès qu'il y aura des mouvements de N. Ça fait un tiers d'année. Voilà, et tout ça peut durer un certain temps. Vous voyez? Donc il peut y avoir des mouvements de N qui vont faire replonger M sur N bas et on va se retrouver avec les mêmes problèmes. Vous voyez? Bon, après, il y aurait les solutions optimisées, comme disait Gérard, dans ce cas-là, en fonction de M sur N, où on en est, la période de recalcul, on va la réadapter à chaque fois. C'est possible, mais du coup, ça aurait compliqué le fait, donc on l'a pas fait. Bon, est-ce qu'on pourra le faire plus tard? Ça, je sais pas. Après, on peut toujours essayer de le faire plus tard, mais il faut que si c'est pas compris, les gens vont pas l'accepter. Enfin bon, voilà. En tout cas, dans la formule, donc du coup, maintenant, elle est comme ça. Alors après, mais si on comprend ça, on peut se dire, oui, alors après, le truc le plus souple, c'est de se dire, je connais M sur N, donc le prochain calcul, je vais le faire à telle date. Et je sais que je vais toucher 10 centimes. Et là, ça variera. Si M sur N est petit, on calculera tous les 120 jours. Et si M sur N est grand, eh bien, on calculera plus que tous les 80 jours, puis tous les 40 jours. Voilà. Et vous voyez que de toute façon, avec ce type de formule-là, de toute façon, on ne pourra pas toucher à la journée. À la journée, on aura des soucis quand même. 10-7, il faut aller les chercher quand même, les 200 000. Hein. Vous voyez? J'étais confronté à ce problème-là. Quand j'avais fait mes calculs, tu sais, sur M', là, j'ai fait une base de données MySQL avec des triggers qui calculaient le DU, et j'étais tombé sur ce problème-là. Voilà. C'est le problème de mathématiques appliquées, ça, hein, en fait, voilà. On n'est pas sur un nombre parfait, on est sur un nombre à 4 chiffres. Il faut faire avec. C'est un peu le problème de l'informatique en général aussi, c'est que c'est pas des maths pures, hein, c'est des maths appliquées. Donc voilà le fin mot du truc. Pourquoi on a choisi la formule DUG, donc ça normalement vous avez compris, continuité, etc. Et pourquoi finalement on a choisi cette période aussi, c'est pas par hasard, voilà. C'est après une réflexion donc que je vous ai résumé là, et vous pourrez retrouver tous les raisonnements qui ont été faits sur les 2 fils de forum que je vous ai dit.
Alors après, dernier point, je parlais aussi d'affichage. Une fois qu'on a le DU, tout ça, il y a la problématique d'affichage et de calcul. Les gens se posent la question, est-ce qu'il faut compter en june ou en DU? Bon, bah ça, la réponse, c'est la même qu'en physique. En physique, aujourd'hui, on calcule les distances comme étant la portion d'espace parcourue par la lumière en 1 sur je sais pas combien de secondes. D'accord? Et c'est comme ça qu'on définit la distance en physique. Est-ce qu'on se sert de ça tous les jours? Non. Vous servez de quoi tous les jours? Du mètre. D'accord? Et le mètre en relativité, ça marche pas. Parce que si vous allez vite ou pas vite, votre règle elle est plus ou moins longue en fait. Donc votre référence, ça tient pas la route, vous voyez? Mais ça marche pour tous les jours sur Terre, même sur Mars, ça ira. Maintenant, si vous faites des expériences avec l'accélérateur de particules et que vous vous dites je prends pour référence la règle qui est là, ça va pas marcher. Voilà, il va y avoir des soucis. Et c'est très étonnant parce que c'est pas intuitif, etc. C'est un peu la même chose, même si le sujet est différent, mais c'est un peu la même idée. C'est selon le cas qu'il faudra utiliser la june ou le DU. D'accord? Mais le DU, il est là pour exprimer une invariance devant quel type de problématique? Temporel. Spatio-temporel, mais c'est du temporel à la journée à 0,026. Non, mais C'est quoi la symétrie temporelle du DU? Elle est sur quoi? Elle est sur 80 ans. Elle est sur une vie humaine au moins. C'est à ce niveau-là qu'elle s'estime et qu'elle se met au point, d'accord? À 10%. Donc si on veut compter, À 10%, elle bouge significativement au bout d'à peu près 10 ans. ou même au bout de 10 ans, effectivement, mais c'est ces ordres de grandeur-là, c'est pas la journée. Voilà. Donc à la journée, vous allez utiliser quoi du coup? Plutôt la june. Et du coup, sur des périodes de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, vous allez utiliser quoi? Plutôt les DU. Vous allez compter en DU. C'est-à-dire qu'en gros, si vous faites un achat du coup d'un truc grand, d'un truc important, et il vaut mieux compter en DU, parce que justement, ça résistera mieux aux variations de prix, etc. Ce qu'on a montré déjà même avec le RSA. Parce qu'on a montré même le RSA en monnaie non libre. Si vous comptez à RSA le prix des maisons, ça varie, mais moins. Pas très étonnant que ça varie moins, puisque déjà le RSA est plus ou moins une proportion de la masse monétaire. Une proportion qui varie quand même significativement, mais pas tant que ça non plus. Voilà. Donc les prix sont plus stables en RSA qu'en euros. Ben, c'est pareil là, si vous aurez des prix sur des gros trucs qui paraîtront plus stables, si vous voulez, en DU, pour des trucs importants à grande échelle, que si vous comptez en june. D'accord? Et donc pour les petits montants, il vaudra mieux compter en june. Ça sera plus simple, et en plus l'addition est respectée en june. En june, si vous faites une june plus une june, ça fait bien 2 junes. Mais est-ce qu'un DU plus un DU, ça fait 2 DU? Au même instant, oui. Si vous dites là, j'ai un DU plus un DU, ça fait bien 2 DU. Mais si vous comptez dans le temps, non, ça ne marche pas. J'ai reçu un DU, j'en ai un nouveau le mois suivant, ou si vous faites la somme, je dis non, ça va pas, vous n'aurez pas, ça ne marchera pas. Hein? Alors là, comme le DU est stable par période de 6 mois, encore au mois, ça marchera. Mais passé 6 mois, ça ne marchera plus. Il aura varié, donc ça ne fera pas un DU plus un DU, ça ne fera plus un DU. Hein? Et oui, ça fera un peu moins. Ouais. Ça peut se poser dans le cas des abonnements, pour un petit montant récurrent sur très longtemps, il faut Ouais. prendre des équivalents. Non, je pense que pour des montants importants, il faut compter en DU. Une quantité importante, il faut compter en DU. Pour les quantités petites, il vaut mieux compter en june. C'est plus simple, ça respecte mieux l'addition, c'est plus naturel. Un flux monétaire. Et pour un flux, il vaut mieux compter en june. En june, si le flux est petit. Si le flux est gros, il faut compter en DU. C'est une question de taille en fait. Je suis un peu avis à un truc parce que je prends un. Non mais après, si tu veux comparer ton abonnement sur grande échelle de temps, tu peux utiliser le DU comme unité de mesure. Mais quand tu vas payer en june quand même. Tu vois? Mais effectivement, quand tu vas vouloir comparer comment ton truc a évolué, il vaut mieux que tu comptes en DU. Mais tout à fait. Dès que tu vas vouloir comparer des prix sur longue période, il vaudra mieux le faire en DU. Voilà. Mais y compris donc pour acheter en grand montant, il vaut mieux avoir un prix en DU. D'accord? Donc voilà ce qu'il faut faire. Alors après, on a eu la remarque d'un gars, pour finir, qui disait, ouais mais alors maintenant, vu que ça bouge de 4,88 tous les 6 mois, bah alors quand j'aurai beaucoup de monnaie, d'un coup, comme le DU vaudra un 4, si je compte en DU, pouf, j'aurai une baisse. Et oui, si vous comptez en DU avec un DU qui monte, votre stock de monnaie, il paraîtra baisser.
Mais la baisse est très courte, ça dure quelques mois, enfin quelques jours même. Ça dépend le montant. Plus vous aurez un montant grand, plus la réévaluation du DU fera chuter votre truc. Ça, on l'a déjà vu. Si vous êtes au-dessus de la moyenne, ça baissera plus. Mais même si vous êtes en dessous, ça baissera un peu. Mais pour quelques jours uniquement, le temps que ça remonte. Si vous comptez en DU, si vous comptez en Jume, ça monte tout le temps. Hein. Non, Stéphane, c'est pas que quelques jours. Les premières cours qu'il a publiées, c'est quelques jours, mais il a poursuivi ses simulations et quand on arrive en monnaie pleine, ça met presque 6 mois à remonter. C'est ça, ça met 6 mois. Mais c'est normal, ça met 6 mois. En monnaie pleine, votre monnaie ne bouge pas. Donc c'est normal que ça mette 6 mois, parce que le DU est recalculé tous les 6 mois en fait. C'est pour ça que je lui dis, et maintenant si tu comptes en DU 6 mois plutôt qu'en DU jour, parce que vous pouvez compter en DU 6 mois aussi. Le DU il dépend de l'unité de temps dans laquelle vous le calculez. Et alors dans ce cas-là, il ne verrait pas ça serait stable. Donc c'est pas il va compter en DU jour, mais pas obligé. Il peut choisir le DU 6 mois, et là il verra que ça ne bouge pas. Ce qu'il a perdu par la soi-disant fonte est compensé par la création, et donc à la moyenne, tu restes à la moyenne. Donc c'est des petits détails qui ne sont pas très importants en fait. Par ailleurs, si vraiment vous voulez éviter ces effets de bord-là, c'est possible, on invente une nouvelle unité de mesure. Mais ça ne joue pas sur la création. Il dit plutôt que de compter le DU jour, je compte le DU lissé sur 40 jours. Si je prends le DU lissé sur 40 jours, je vais retrouver ce que j'ai calculé tout à l'heure, c'est-à-dire je vais varier de 1% au max. Et donc quand il y aura le passage aux 6 mois, je prends la moyenne des 40 jours, et bien, le DU qui est monté de 4,88%, sur 40 jours, ça fait que dalle. Tu vois? C'est divisé par, parce qu'on tient compte des anciens plus du nouveau. Et le jour après, juste ça se rajoute un peu. Donc au lieu de varier de façon comme ça variera de façon linéaire. Donc le choix à l'unité de mesure, là encore une fois, n'est pas la période de création. L'unité de mesure, tu peux la choisir lissée, pas lissée, peu importe. Donc in fine c'est un détail, et en plus, la monnaie pleine, il ne la verra pas en 25 ans. Donc d'ici là, on pourra faire des petites adaptations de code s'il faut. Les adaptations de code. Ouais. Il faut qu'on reste un peu souple quand même. Voilà. Rester un peu souple. Donc bon, ça c'est des considérations lointaines qui ne sont pas très intéressantes. Le plus intéressant que je voulais vous montrer, c'était ça. Voilà, la formule de calcul n'a pas été choisie par hasard, et la période de calcul non plus. Elle est bien liée à des contraintes dures, et ça a fait l'objet d'une réflexion. Voilà, c'est tout. Bravo. C'est bien clair. On regarde le petit clip là. Ah oui, on peut regarder. Ouais, éteins pas, on va regarder un petit clip. Tu vas me donner l'adresse, ouais. Juste avant, j'aurais une question, c'est comment tu calcules C à partir de l'espérance de vie? Bah, tu relis la TRM pour ça. En entier. Bah, c'est écrit dans la TRM, c'est même le centre de la TRM. C'est ça doit être page 25. Page 25. Voilà, ouais. C'est le chapitre optimisation. Voilà, si tu vas sur le net, tu cherches optimisation. Mais tu as d'autres façons de le calculer aussi que j'ai publié sur créationvecteur.info. Tu cherches calcul de C, calcul du C, autre calcul, même résultat, je crois qu'il s'appelle. Enfin, il y a plusieurs façons d'approcher, on retrouve à chaque fois le même nombre. Alors on y va. Alors, vous allez avoir un petit clip qui vient d'être fait par qui? Gildas Malacinetanou, qui est membre. Hein. Qui est de Toulouse, c'est ça? Qui est de Toulouse, qui va sur le forum. Hein, On est libre. Et qui est artiste line grapher. Allez, on va voir. Je pense que. Alors j'ai du son. Voilà. Pas super fort, mais ça devrait quand même le faire. Voilà, c'est ça? Avec la musique. Avec la musique. Fait Toulouse.
l'applaudir. Voilà, c'est bon, je crois qu'on peut arrêter.